un des personnages les plus importants de l'histoire du MMA est mort et peu de médias spécialisés dans le MMA lui ont rendu hommage. Donc bon, aujourd'hui, on va le faire. Et donc, on va parler de Antonio Inoki. Alors Inoki, c'est tout d'abord un catcheur, sauf qu'au Japon, le catch, c'est pas comme aux USA. Il a tendance à être plus dur, plus martial, et pendant des années, Inoki, lui, il représentait ça. Même si c'était un catcheur, il fallait pas lui faire chier. Attention, on va pas trop parler de son côté catcheur, juste son importance dans le MMA, mais vous pouvez voir sur YouTube son combat contre The Great Antonio, qui était un gros barbu et qui a pas voulu, comme on dit dans le catch, vendre les coups, c'est-à-dire faire semblant d'avoir mal, et Inoki lui a niqué sa mère dans le ring. Et aussi, Inoki, il est important dans l'histoire du MMA, parce que Mohamed Ali, il était en mode « je suis le plus fort, donc personne peut me battre, la boxe anglaise c'est le mieux ». Et Inoki, lui, il a répondu au défi. Et ils ont donc fait le premier combat de MMA vraiment médiatisé, un peu, je pense, à l'international, quoi. En tout cas, Japon et États-Unis. En vrai, les gens ne parlent pas tant que ça de ce combat. Et vraiment, Inoki au Japon, c'était un truc de fou, on va le voir dans cette vidéo. Et Ali, c'était une méga star mondiale, champion du monde de boxe. Après, si vous êtes un jeune fan qui veut apprendre un peu sur le MMA, l'histoire du MMA, vous n'êtes pas obligé de regarder le combat. Le combat n'était pas très intéressant. À la fin, c'est un match nul. Inoki a passé tout son temps sur le dos à mettre des low kicks depuis le dos et Ali, a tourné autour. C'était pas important. C'était pas intéressant. Alors, Inoki, c'est un élève de Riki Dozan, considéré comme le pionnier du catch au Japon. En gros, avec le catch, Inoki, c'est un élève de Riki Dozan, considéré comme le pionnier du catch au Japon. En gros, avec le catch, il y a des fois une raison culturelle et politique de la montée de ce sport dans certains pays. En Japon, donc post-guerre mondiale, ils ont eu le délire de rendre au Japon son honneur par le catch, et donc le catcheur Riki Dozan, invitant des catcheurs américains et il les battait. Les gens, ils surkiffaient. C'est un peu ça qui a rendu le catch très populaire au Japon, tu vois. Tu voir un mec casser la gueule à des Américains qui venaient de leur mettre de bombes atomiques sur la gueule, ça a bien marché. Et là, par contre, on parle de catch de combat déjà scénarisé. À la mort de Riki Dozan, ses deux élèves phares, Inoki et Giant Baba, vont chacun ouvrir leur fédération de catch. Inoki va ouvrir la New Japan Pro Wrestling. Mais pour comprendre son importance dans le MMA et l'aura et l'ombre d'Inoki qui a toujours flotté dans le MMA japonais, il faut s'intéresser à ses élèves. Alors bon, là je dis le premier, c'est pas forcément son premier élève, c'est le premier élève avec qui on va parler dans cette vidéo. Le premier, donc, c'est Akira Maeda. Et à chaque fois, ce sera un catcheur qui part de la New Japan pour créer un truc plus violent. Et Akira Maeda et plusieurs catcheurs de la New Japan vont créer en 1984 la Universal Wrestling Federation, donc UWF. Là, on est dans ce qu'on appelle le shoot style. Ça reste du catch, mais qui donne une impression de gros réalisme. C'est vraiment, il y a un côté plus bagarre. Et au UWF, t'avais aussi des mecs qui venaient, genre je suis karatéka, je fais le combat contre un catcheur. Il y avait un peu un côté style contre style, un peu type UFC aussi, certains combats de UWF, il me semble. Je dis pas, je n'avais pas écrit ça. Et on est en 1984, donc quasi 9 ans avant l'UFC, quoi. Si je suis pas trop nul en maths. Quelques années plus tard, il va y avoir le Shooto. À la base, un sport de combat en gros du shoot wrestling, mais qui va devenir une fédération, considérée comme la première de MMA au Japon, en 1989. Et son créature est nul autre que... Cette musique, c'est intégré. C'est bien de sauver. Vous êtes fini. Intégré. C'est qui ça? Et non, c'est Satoru Sayama, The Original Tiger Mask. Et oui, le masque de Billy est celui d'une légende énorme du catch, qui a eu plein de catcheurs différents qui l'ont pris, donc peut-être que Billy a votre streamer préféré. Moi je suis trop vieux pour ces conneries. Peut-être qu'il catch au Japon, c'est peut-être Tiger Mask 8 ou 9, je sais pas combien ils en sont. C'est vraiment les débuts du MMA, les règles sont pas celles qu'on connaît maintenant, et c'était pas forcément beaucoup plus violent, on parle pas du Pride là. Il y avait un côté très catch dans les règles, mais on va citer quelques champions pour montrer que c'est du sérieux qui sont passés par le Shooto.
Donc Siyar Bahadarazada, qui a combattu UFC, Jake Shield, très grand champion, Shinya Aya Aoki, le bad boy du MMA japonais, Kao Luno, qui était monté jusqu'à un title match pour le titre poids léger au UFC, Takanori Gomi, qui est considéré comme le meilleur poids léger japonais, et Anderson Silva, qui est un peu... Je pense que vous le connaissez déjà, lui. La dernière grande fédération japonaise qui est liée au catch et à Inoki m'a préféré le Pancrase. C'est marrant parce que comme le Shuto, c'est devenu aussi le nom générique pour parler de ce style de combat. Et qui aussi, alors vous le savez peut-être, c'était le nom donné au MMA français avant la légalisation. Ils disaient, ouais, nous on fait du pancras. Après, la fédération se prononce Pancrase, donc je sais pas. Après, le pancras, c'est encore un autre délire. C'est un nom, genre la lutte à l'époque des Romains, là, des Grecs, de l'Antiquité. Putain, quel débile. Ça s'appelait aussi le pancras. Et ça va être la plus grosse fête de MMA. Et ça va commencer en 1993, même année que le UFC. Je crois que ça a commencé un tout petit peu avant. Et au UFC, le Pancrase, il avait son représentant. Et c'était Ken Shamrock, qui a perdu en demi-finale contre Royce. Et il était accompagné de Minoru Suzuki, en jeune Suzuki. Parce que bon, le mec, là, aujourd'hui, a 54 ans. Il met encore des grosses claques dans le ring en tant que catcheur. Et l'autre fondateur, aussi catcheur, était Masakatsu Funaki. Alors eux, comparés aux noms cités avant, et qu'on va citer après, c'était vraiment des bons combattants de MMA. Ils ont pris des grosses victoires contre des gros combattants. Et là encore, je vais citer quelques noms passés par là. Ken et Frank Shamrock, les frères Shamrock, Bas Rutten, Nate Marquardt, Ricardo Almeida, Josh Barnett, Semi Shield, même si chez Semi Shield, bon, il est plus vu comme grand combattant de K1, Chael Sonnen, Carlos Condit, Cyborg, le mec, pas la meuf, de la shootée box, Paul Daly, Maurice Smith, Nate Diaz à 20 ans pour son deuxième combat pro et la première défaite, et aussi José Aldo. Ce qui est marrant, c'est que deux des plus grandes légendes du UFC et du MMA tout court, Aldo et Anderson Silva, ils sont passés par ce circuit hybride MMA catch wrestling japonais. Et cette vidéo, elle m'a donné peut-être une idée pour parler des différentes règles en MMA à travers le temps, comment ça a évolué. Est-ce que l'on peut critiquer le chemin pris par le UFC? Et si vous n'avez jamais regardé de Pancrase, par exemple, c'est du MMA. Alors après, le Pancrase, vraiment comme le catch, je crois que tu n'avais pas le droit de taper le poing fermé. Bas Rutten, il mettait des giga claques. Et il y a les rope breaks comme au catch. Vu que ça se passait dans un ring, quand tu étais pris dans une prise de soumission, tu vois, si le mec touchait les cordes, le gars devait lâcher. Et il y avait un système de points et tout. Bon, bref. Si vous voulez les différentes règles du MMA à travers le temps, bah commente, ça va m'aider. Et là, on va commencer avec l'inokisme au Pride. Oui, l'inokisme, c'est un mot qui existe. Alors, tout ce qui se passe va amener à la création du Pride. Alors, je vais en parler vite fait à côté, ces fédérations un peu bizarres de catch et du MMA au Japon. Il y a eu le Vale Tudo Japan. Tout ça, tout ce qui se passe, ça va amener à la création du Pride. Alors, il y a eu d'un côté ces fêtes que j'ai parlé de catch MMA un peu bizarre au Japon, avec aussi, il faut le dire quand même, des combats qui étaient scénarisés et qui étaient vendus un peu comme du MMA. Il y avait aussi le Vale Tudo Japan. Et là, c'était Vale Tudo, donc le MMA brésilien, c'était du MMA pur et dur. Alors Inoki, lui, il n'a jamais participé au Pride. Il n'était même pas totalement lié au Pride. Mais lors du premier main event, il va y avoir Rickson Gracie qui a dominé le Vale Tudo Japan contre un élève d'Inoki, Nobuhiko Takada. Donc gros star et ancien champion du monde IWGP. En gros, c'est le champion NJPW. Bon, on s'en fout pourquoi ça n'a pas le même nom. C'est pas le sujet. Le souci, c'est que Takada, il est pas si fort. Là, il y a son palmarès. Après tout, le combat, le souci, c'est que Takada, il était pas si fort. Alors, dans son palmarès, ok, bon, tout le monde perdait contre les Gracie, mais bon, sa victoire contre Mark Coleman, le combat a été truqué.
et avoir choisi l'argent hante encore ce pauvre Mark Coleman. Mark Coleman, pour ceux qui ne voient pas, premier champion du monde poids lourd du UFC. Après Takada, au niveau du Pride, il s'est assez rapidement mis en slip pour taper sur des tambours géants japonais. Et c'est un peu le souci qui va se passer entre le Pride et la New Japan Pro Wrestling, donc la fédération de catch d'Inoki. C'est que les combattants de MMA, ils deviennent de plus en plus complets, le sport se développe techniquement à mort, et les catcheurs, c'est des catcheurs, quoi. Et Inoki va toujours envoyer ses gars, le souci, c'est il envoyait ces mecs prendre des branlées. Takayama, qui est connu pour son fight de fou contre Fry, qui est paralysé aujourd'hui, on peut se poser des questions. Takayama, qui est super tough, mais c'est pas un combattant de MMA, c'est un pur catcheur. Et il y a encore Alberto Del Rio, peut-être vous le connaissez de l'époque, comment vous appeliez ça Parce que moi c'était RTL9, quand ça regardait du catch. Ah putain, l'époque NT1, là, le boom du catch, où Alberto Del Rio, lui, s'était fait prendre un méga high kick de Crocop qui lui avait arraché la tête. Mais il y a un homme qui va vraiment représenter le inokiisme, c'est Fujita. Un ancien lutteur et assez haut niveau, un ancien catcheur qui était vu comme un assez gros espoir du catch, mais bon, il avait une assez grosse concurrence et avait déjà essayé de partir aux Rings, une fédération de shoot style. Sauf que Inoki, il lui a dit non. Sauf que Inoki, en plus, il va l'envoyer au Pride. Et après, lui, par contre, il va avoir une assez grosse carrière en MMA, Fujita. Une victoire contre Marker, l'homme le plus dopé de l'histoire du MMA. Ken Shamrock, le deuxième gars le plus dopé de l'histoire du MMA. Ivel, grâce à son sol, Ivel, c'était en... J'exagérerais si je dirais en premier, Ivel, il est connu pour être un gros connard, le gros tricheur, mais c'était aussi un très 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 bon kickboxer à l'époque en MMA. Et James Thompson, qui faisait un peu flipper tout le monde parce qu'il était quand même vraiment bizarre, James Thompson. Et ces défaites vont être contre des mecs de très haut niveau, Crocop et Fedor. Mais Fujita va être une des personnes et une des rares personnes qui va être le plus proche de mettre KO Fedor. Alors, je sais pas si je vais mettre le moment, parce que j'ai envie de mettre la monétisation sur cette chaîne, on va pas se mentir, mais il a fait danser Fedor. En tout cas, il y aura des liens en description si je veux montrer des combats et tout. Fujita qui fait danser Fedor, il y aura la vidéo en description. Et le truc, c'est qu'après lui, donc il va revenir au catch en ayant cette image de combat, de combattant super legit, comme on dit dans le monde du catch, donc mec qui se bat pour de vrai, quoi. Et il va prendre le titre IWGP, le titre de champion du monde poids lourd de la New Japan. Alors que bon, c'est pas un mec qui a marqué l'histoire du catch non plus pour ses combats exceptionnels. Comme ceux qui vont, en comparaison de ceux qui vont suivre, comme Tanahashi et Okada, qui vont sonner un peu la fin de l'inokiisme en remettant des gars, on s'en fout de leur parcours, s'ils peuvent se taper pour de vrai, mais qui sont des très bons catcheurs. Et surtout, toute cette période ne va pas marcher de fou parce que les fans de catch, ils vont regarder du catch et les fans du MMA. Et surtout que tu avais les deux produits qui cartonnaient en même temps. Mais en plus d'envoyer ses combattants se faire casser la gueule au Pride, il va aussi créer l'IGF. Il va aussi travailler que Jungle Fight au Brésil, mais on s'en fout. Un truc totalement what the fuck. Une fédération de catch et de MMA en même temps. Donc ça veut dire que tu peux trouver des mecs du MMA avoir des matchs dans leur palmarès à la IGWF. Mais certains ont carrément fait des combats de catch là-bas. Alors que les types sont pas des catcheurs. Dont le premier champion, Cocorico. Bon, moi je m'en fous, je suis suisse, vous avez compris, je suis contentante. Jérôme Le Banner. Et oui, Jérôme Le Banner, il a aussi fait du catch au Japon. Et des vrais combats aussi de MMA, la IGF de Inoki. Et ça, j'aimerais vraiment, si la chaîne marche et que j'aimerais bien interviewer Le Banner vraiment sur son truc au Japon et pas que le côté juste roi sans couronne, blabla. Le mec a fait du catch et on l'a rarement entendu parler de ce sujet, quoi. Le truc, c'est que sur le même show, il y avait des combattants et des catcheurs qui étaient sur la même carte et c'était un vrai délire. Il y a des shows dispo, je les mettrai en description, mais il y a un côté vraiment ovni, encore plus maintenant que le catch et le MMA sont moins proches qu'avant, parce qu'aux États-Unis, c'est différent quand même. Aux États-Unis, les sports de combat n'assument pas d'être inspirés du catch. Et le truc, c'est qu'aussi, parce que là, je ne l'ai pas écrit, mais Inoki, vraiment, il avait son gros show, je crois le 31
où il faisait venir des mecs de partout parce qu'Inoki était vraiment un mec ultra respecté, quoi. Il pouvait prendre des mecs du Pride, des mecs du kickboxing, Pride, K1, Catcher, il prenait tout le monde, il faisait ce qu'il voulait, Inoki, c'est le boss. Et pourquoi c'est vraiment le boss? Et ben on va en parler encore plus, parce que le gars, il a fait de la politique. Parce qu'attention, Inoki, il a pas fait que des événements chelous entre le catch et le MMA, mais il a carrément fait des événements de catch politique. Et parce qu'après sa carrière sportive, le mec est parti dans la politique. Alors on va pas parler de ses bords, après je crois qu'au Japon tout le monde est de droite de toute façon, et en vrai j'en sais rien du tout. Mais il va créer la diplomatie et la paix par le sport. Le premier qui va se faire diplomatiser la gueule par le sport, c'est Saddam. Oui, Saddam Hussein. À sa période vraiment super méchant qui fait peur au monde entier pendant la guerre du Golfe. Et en gros, Saddam, il avait des otages japonais. Donc Inoki a dialogué avec Saddam, il se serait converti à l'islam et aurait fait libérer une centaine d'otages. Donc Inoki a dialogué avec Saddam, se serait converti à l'islam et aurait fait libérer une centaine d'otages. Et il aurait fait libérer la deuxième partie en organisant un show de catch à Bagdad. Mais c'est surtout ses liens avec la Corée du Nord qui sont en délire. Parce que Riki Dozan, en réalité, donc le créateur du catch au Japon, était de Corée du Nord, et il s'était fait assassiner par des Yakuza, parce qu'il était coréen. Et ça a foutu un peu le somme aux mecs de Corée du Nord. Donc en fait, Inoki, les gens l'aiment bien là-bas. Et en fait, il a organisé un show de catch en Corée du Nord. Sauf que la Corée du Nord, le pays le plus fermé du monde, les mecs, ils savaient pas ce que c'était le catch. Et en gros, les gens étaient forcés d'aller voir ce show. Les gens comprenaient pas ce qu'ils regardaient. Ils étaient là en silence et... mais c'est quoi ce bordel? Je vous mets en description, en lien Dailymotion. Que Dailymotion existe encore pour des vidéos pas trop légales. Et le show donc va s'appeler Collision in Korea avec la WCW, qui était l'autre grosse fédération, si vous connaissez un peu le catch, qui est en concurrence avec la WWE. Et ils ont fait le plus gros show de catch du monde. Inoki a organisé le plus gros show de catch au monde, qui est en Corée du Nord. J'ai écrit blablabla Corée du Nord en 2014, donc il en a peut-être fait un deuxième. Mais le plus classique, c'est le Collision in Korea en 1995. Alors pour conclure, voilà, le catch et le MMA. J'ai envie de dire plus quand même au Japon qu'aux États-Unis, peut-être qu'on parlera lien catch MMA aux États-Unis, je sais pas si c'est très intéressant. En gros, bon, il y a Brock Lesnar qui a tout niqué, quoi. Donc en coup, il y en a plus que ça. Et donc en gros, ouais, Inoki très important dans l'histoire du MMA. Il était là avant le MMA. Je trouve que voilà, les trucs spécialistes de MMA lui ont pas rendu assez hommage lors de sa mort, donc je le fais. Quelqu'un d'extrêmement important, d'extrêmement intéressant, que ce soit par son parcours politique, son parcours d'entrepreneur, son parcours de catcheur, en grand monsieur des sports de combat au Japon, est peut-être le mec le plus respecté des sports de combat au Japon. Et on se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas ce que c'est le sujet, parce que je sais pas dans quelle heure je vais sortir mes vidéos.